Super. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live métier organisé par la plateforme Stage Découverte, qui est la plateforme qui met en relation les jeunes avec les pros pour découvrir leur métier. Aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de Mathéo. Mathéo, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Mathéo, je travaille avec Gwendoline à MyFuture et du coup moi je vais m'occuper de tout ce qui est chat, à faire remonter les questions que vous voulez poser à Sabine et Ossine et voilà. C'est ça. Du coup, Mathéo sera avec vous sur le chat pour répondre à toutes vos questions et les remonter à Ossine et Sabine qu'on accueille aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. L'objectif, c'est que Ossine et Sabine sont là vraiment pour vous répondre pendant cette heure qui arrive. Donc, comme je le disais, pour simplifier les échanges, n'hésitez pas à vous renommer dans le chat pour qu'on sache qui pose les questions. Et si vous n'y arrivez pas, envoyez un message directement dans le chat pour que Mathéo vous renomme lui-même directement. Donc, je ne suis pas plus longue que ça. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On est aujourd'hui sur un live métier consacré au métier de la publicité en ligne. Et on a la chance d'accueillir non pas un, mais deux professionnels qui vont vous présenter leur métier de stratégiste publicitaire ou account stratégiste en anglais. Donc, on a la joie d'accueillir Sabine et Ossine qui travaillent chez Criteo et qui vont pouvoir vous en dire plus sur ces métiers de la publicité. Donc, Sabine, Ossine, est-ce que voilà, vous pouvez nous présenter votre métier comme si vous le présentiez à votre grand-mère? Tout à fait. Alors, bonjour à tout le monde. Avant de commencer, Sabine et moi, on souhaite vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps pour nous écouter et vous permettre de présenter notre métier d'account stratégiste. On espère bien évidemment que vous aurez plein de questions à nous poser. Comment résumer notre métier simplement pour l'expliquer à notre grand-mère? On va vous montrer une slide. Alors, Sabine, si tu peux partager l'écran. Je me suis en train de partager l'écran, ça arrive. Voilà, parfois, vaut mieux un schéma qu'un très long discours. Ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Et on pourra rentrer ensuite dans les détails. Alors, sur la slide 2. J'espère que vous voyez bien la présentation. Tu peux te remettre sur la slide d'avant, Sabine? Pardon. Est-ce que tu vois la slide aussi? Pour l'instant, non. Juste celle avec les captures. Je coupe 2 instants la caméra. Les soucis du direct. Les répétitions avaient bien marché pour toi. Ouais. Est-ce que tu vois la slide? Très bien. Avec les captures écran. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde la voit. Pour expliquer notre métier à notre grand-mère, c'est très simple. Je suppose que la plupart d'entre vous, en allant sur des applications, que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter, n'importe quelle application, la plupart du temps, vous voyez des publicités qui sont affichées. Et en fait, c'est ça notre métier. Notre métier, et notre but, c'est d'accompagner. Je crois. Ah, vous ne m'entendez pas bien. Ah. Encore un souci direct. Est-ce que tu peux reprendre? Là, on t'entend. Ouais, là, vous m'entendez mieux? Oui. Ok. Bon, désolé pour cette interruption. Non, je disais que notre métier, c'est d'aider les marques, toutes les marques que vous connaissez, que ce soit des marques automobiles, des marques de vêtements, des marques d'électroménager, des marques de téléphone. Notre métier, c'est d'aider ces marques-là à faire de la publicité en ligne, c'est-à-dire à réussir leur campagne publicitaire de manière à les aider à augmenter le chiffre d'affaires qu'ils réalisent sur Internet, puisque maintenant, vous le savez, la vente sur Internet, le e-commerce devient quelque chose de plus en plus important. On a pu s'en rendre compte pendant le Covid, c'est-à-dire que les magasins étant fermés, les gens achètent de plus en plus sur Internet. Sauf qu'il y a tellement d'offres sur Internet que parfois, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Il y a beaucoup de marques qui proposent beaucoup de produits. Et nous, notre rôle, c'est justement de les aider à trouver la bonne stratégie pour avoir les bonnes campagnes sur Internet et donc
trouver les bons clients et in fine. Voilà schématiquement ce qu'est notre métier d'account stratégiste chez Criteo, à Sabine et moi. Du coup, on est d'accord que quand je cherche des chaussures sur des sites de vente en ligne et qu'ensuite je vois des petites pubs apparaître avec des chaussures, c'est vous en fait qui êtes derrière, c'est ça? Exactement, ouais. Du coup, c'est ce Alors, que disait Ossine. Donc, l'objectif, c'est comme toi, Gwendoline, tu n'as pas acheté lorsque tu as visité le site du client. Et ben, en fait, nous, notre objectif, c'est que tu prends le temps de la réflexion. Parfois, il arrive que tu compares les produits avec différents sites. Et en fait, nous, l'objectif, c'est pour notre client à nous, il faut qu'on te fasse revenir sur le site pour qu'à un moment, tu achètes. Très bien. Et voilà, donc c'est de cette manière-là qu'on fonctionne. Après, il y a plein d'algorithmes qui rentrent en compte, mais c'est pas forcément notre domaine. On est compte stratégiste, mais derrière, il y a vraiment pas mal de choses qui sont développées pour que ça fonctionne très bien. Oui, vous travaillez avec toute une équipe en fait pour développer ces produits de publicité. Exactement. En fait, c'est ça qui est intéressant dans nos métiers, c'est que on n'est pas tout seul, on travaille vraiment en équipe avec des gens qui ont des profils différents, qui ont des compétences très différentes. Mais un des avantages de notre métier, Sabine et moi, en tant qu'account stratégiste, c'est qu'on est un peu comme des chefs de projet, des chefs d'orchestre. C'est-à-dire que c'est nous qui avons la relation avec le client, qui récupérons les besoins, qu'est-ce que notre client veut faire, quels sont ses objectifs. Et ensuite, nous, on va aller voir les différentes équipes en interne pour pouvoir planifier ce projet-là. Donc, on va avoir des gens qui sont très techniques, des experts techniques pour valider, parce que vous savez, le web, ça paraît simple, mais derrière, c'est énormément de techniques. Donc, on a des gens qui sont experts de ces techniques-là, on a des gens qui sont experts de l'infographie, donc pour le visuel que vous voyez sur la publicité. Ça peut être quelque chose de statique, ça peut être de la vidéo, enfin, il existe de nombreux formats. Et puis, on a une troisième catégorie de collègues qui sont des analystes, parce que voilà, derrière, il y a énormément de données qui sont générées. Il faut être capable de les recueillir, de les analyser, de les comprendre et ensuite de les restituer aux clients. Et donc, Sabine et moi, on a ce rôle un peu central où on va s'adresser aux différents experts qui nous entourent pour répondre aux différentes questions qui nous sont posées par nos clients. Donc, si je comprends bien, en fait, vous êtes vraiment au centre entre les clients, les équipes de votre entreprise et les consommateurs derrière. C'est exactement ça. On doit trouver la bonne synergie entre les besoins du client, les attentes du consommateur, parce qu'effectivement, ce que disait Sabine très bien, nous, on est là aussi pour permettre aux consommateurs de trouver le bon produit au bon moment. Et donc, c'est de créer une harmonie entre le client, les consommateurs et nous, au milieu, avec une équipe qui va nous aider à réaliser cet objectif. Super. Je pense que c'est clair. On n'a pas encore de questions pour l'instant parce que, à mon avis, c'est que votre propos était limpide pour les jeunes. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions s'il y a des choses que vous voulez préciser, des informations supplémentaires que vous voulez avoir. Sabine et Ossine sont vraiment là pour vous. En attendant, je vous propose que vous puissiez nous présenter peut-être quelle est votre semaine type. Qu'est-ce que vous faites dans une semaine classique? Quelles sont les différentes activités que vous pouvez mener? Oui. Sabine, tu veux y aller? Alors, du coup, oui, merci aussi. Alors, nous, notre semaine, elle est plutôt... nous, on travaille de façon plutôt autonome. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, en fait, d'avoir un management qui a vraiment confiance en nous. Donc, ce qui veut dire que en fait, les horaires, c'est simple. On commence entre 9h et 9h30. Et en fait, le soir, ça dépend. On peut partir très bien à 18h30, mais aussi partir plus tard en fonction de notre charge de travail. Et de cette manière-là, en fait, on est libre de finir peut-être tard le lundi à 20h, mais de partir plus tôt le mardi à 18h30 ou 18h, parce qu'on est plutôt autonome sur la façon dont on gère notre calendrier de la semaine. Après, une fois qu'on arrive au travail, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde nos emails, notre boîte mail. C'est un outil très précieux. Sabine. Je vais arrêter le partage d'écran, si ça vous va.
Donc, du coup, ensuite, donc on ouvre notre boîte mail parce que c'est un outil très précieux pour nous. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on communique aussi bien avec les clients qu'avec les personnes en interne, avec les différentes équipes. Ensuite, l'autre chose qu'on fait, c'est d'aller regarder les résultats de nos campagnes publicitaires. Donc, on va regarder les résultats de la veille et les résultats du mois en cours pour s'assurer que tout fonctionne bien, qu'on délivre correctement tous les budgets des clients et qu'il n'y a pas d'anomalie de ce qu'on est censé faire sur la campagne, ce qu'on est censé livrer. Ensuite, voilà, en fait, comme le disait Ossine, à partir du moment où tout va bien, donc on n'a pas forcément besoin de faire des actions sur nos campagnes publicitaires. En revanche, si on voit qu'il y a eu une anomalie au niveau de l'investissement du budget de la veille, si on voit qu'il n'y a pas de vente la veille, là, on va commencer à creuser un petit peu plus et à se dire « Ah, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec ma campagne. » Et c'est de cette manière-là qu'on va commencer à chercher ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc, nous, de façon autonome. Et enfin, lorsqu'on a vérifié tous nos checks qu'on peut faire, nous, de notre côté, si ce n'est pas suffisant, si on n'a pas trouvé la raison pour laquelle la campagne ne fonctionnait pas, et c'est là qu'on va faire appel à notre personne attribuée côté technique, qui va justement aussi nous aider à essayer de comprendre ce qui n'allait pas au niveau de la campagne et ce qui fait que, par exemple, il n'y avait pas de vente. Et pareil, si ça ne va pas, au fur et à mesure, on demande de l'aide de la part de nos analystes. Ensuite, une semaine type aussi, c'est de faire des rendez-vous avec des clients. Donc, avant le confinement, c'est vrai qu'on avait tendance à voir plusieurs fois par semaine, par mois, différents clients. Donc, ça peut être des rendez-vous physiques, ça peut être des déjeuners, ça peut être des petits déjeuners. Et aussi, on peut faire ça aussi sous forme de téléphone. Par exemple, moi, j'ai toutes les semaines, j'ai une récurrence avec un de mes clients principaux pour justement que je m'assure que tout est OK par rapport aux priorités qu'on s'est fixées. Et ensuite, il y a tout ce qui est réunion interne avec les équipes, donc avec les équipes commerciales, donc, parce que Ossine et moi, on fait partie d'une équipe de 5 personnes. Et en fait, toutes les semaines, on se réunit pour faire le point sur nos priorités, pour dire en fait quelles sont les actions qu'on va faire cette semaine. C'est aussi l'occasion pour échanger sur si on a un problème, voir si les autres personnes ont des réponses à nous apporter. Et en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'il y ait une vraie interaction et de vrais échanges avec toute l'équipe. Ossine, je te laisse faire la suite. Oui, je voulais juste rajouter un petit point sur la semaine type. Ce qui est intéressant dans notre industrie, donc la publicité en ligne ou tout ce qui concerne le digital, ce qui est bien, c'est que si vous n'aimez pas la routine, ce sont des métiers qui sont très intéressants. Parce que là, Sabine vous a décrit une semaine type, mais d'une semaine sur l'autre, les choses sont très différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est jamais la même chose puisque c'est une industrie qui évolue énormément. Il y a beaucoup de changements. Le digital, finalement, c'est une industrie qui est très récente puisqu'elle a à peine 20 ans d'existence. Si vous comparez ça à l'industrie automobile qui a plus de 120 ans ou l'industrie aérienne qui est beaucoup plus ancienne, l'industrie du digital est très récente. Donc, c'est vraiment une industrie qui est encore en train de se construire. Et donc, ça permet, via les métiers de cette industrie-là, finalement, de ne pas avoir de routine. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça change régulièrement. Et quand vous êtes sur des postes comme les nôtres, Sabine et moi, ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous avez plusieurs casquettes. C'est-à-dire que voilà, il vous faut des compétences. Alors, vous n'avez pas besoin d'être expert dans tout, mais vous avez besoin d'avoir un minimum de connaissances un peu dans les différents domaines. C'est-à-dire que, comme on vous le disait tout à l'heure, on parle à des gens qui sont très techniques. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un bagage technique, comprendre ce qui se passe derrière une application, ce qui se passe derrière un ordinateur. Mais ça nécessite aussi des compétences d'analyse pour pouvoir travailler avec des analystes et comprendre les différentes courbes, comprendre comment les calculs sont faits. Ça demande aussi des compétences commerciales, c'est ce que vous disiez Sabine, c'est-à-dire qu'on rencontre des clients, on rencontre plein de profils. Et donc, il faut avoir ces notions de relations commerciales. Comment on construit une relation commerciale et plein de petites choses comme ça. Donc, c'est aussi ça qui est bien dans ces métiers, c'est que vous êtes polyvalent dans différents domaines, mais sans pour autant être des experts, ce qui vous permet de parler avec beaucoup de gens et donc d'avoir des semaines qui sont très, très différentes, très riches et évidemment très motivantes puisque pas répétitives.
Et comment vous faites du coup pour être bon dans tous ces domaines, pour être aussi bon sur le numérique que sur le commercial? Vous auto-formez, ou vous avez appris tout ça dès l'école? Alors, alors il y a, c'est dans le digital, les profils sont très différents, viennent de différentes origines, mais effectivement, au quotidien, on a deux sources. Il y a la veille qu'on peut faire, donc notre auto-formation au quotidien, donc ça va passer par des articles de presse, ça va passer par plein de choses, plein de sources qu'on peut trouver, mais aussi des formations en interne, c'est-à-dire qu'on est beaucoup accompagné par les ressources humaines au sein de Criteo, de manière à avoir des formations dans différents domaines. Donc, ça peut être des formations que nous-mêmes, on demande parce qu'on estime qu'on a besoin d'avoir une remise à niveau sur certains sujets. Mais parfois, ce sont les RH qui estiment que par rapport à l'évolution de l'industrie, par rapport à l'évolution de l'entreprise, on a besoin d'être formé sur certains sujets. Donc, c'est vrai que régulièrement, dans une année, on va avoir entre 5, 6, 7, 8 formations dans différents domaines, et ce qui nous permet effectivement d'être toujours à jour et aussi intellectuellement d'apprendre plein de choses intéressantes. Donc, on n'arrête jamais d'apprendre, même une fois qu'on est sorti de l'école. Et peut-être juste pour préciser, parce que je ne sais pas si c'est un terme que tout le monde comprend, ça veut dire quoi faire de la veille? La veille, c'est veiller, c'est consulter des articles, c'est faire des recherches sur un sujet. Donc, ce que je disais, lire la presse, écouter la radio, écouter les infos, aller chercher des ouvrages, soit en ligne, soit dans une bibliothèque, pour récupérer des informations qu'on est en train de chercher. Donc, c'est toujours être à l'écoute de ce qui se passe et de capter des informations, quelle que soit la source, pour se dire « Ah, tiens, il y a ça de nouveau. Ah, tiens, ça, je ne connais pas. » Et s'y intéresser derrière. Très bien. D'accord. Aussi, Sabine, vous avez une première question sur le chat. Donc, comment est-ce que vous aidez les marques? Concrètement, ouais, qu'est-ce que ça veut dire aider les marques? Alors, Sabine, tu veux que je réponde ou tu veux y aller? Vas-y, et peut-être si tu veux prendre un exemple de ton industrie, et après peut-être moi de mon industrie, ça peut être intéressant aussi. D'accord. En fonction de comment tu l'amenais. Aider les marques, pourquoi on aide les marques à faire de la publicité? Parce que les marques, leur métier, ce n'est pas de faire de la publicité. C'est-à-dire que quand on s'adresse, par exemple, quand moi je m'adresse à une compagnie aérienne, mes interlocuteurs sont des gens qui connaissent le monde de l'industrie de vente de billets d'avion. Par contre, ce ne sont pas forcément, ils savent évidemment ce que c'est que faire de la publicité, mais par contre, comment faire de la bonne publicité, comment faire pour s'assurer que le message arrive auprès des bonnes personnes, puisque évidemment, tout le monde voyage, mais tout le monde ne voyage pas au même moment. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par la même destination. Tout le monde n'est pas intéressé par le même prix. Donc, un annonceur, là je reprends l'exemple d'un voyagiste, lui, il a envie de vendre ses billets d'avion, il a envie de vendre ses hôtels. Mais la question qu'il a, c'est à qui je dois m'adresser pour être sûr que mon produit va les intéresser et que derrière, ils vont vouloir acheter. Nous, c'est notre rôle, c'est de leur dire, voilà la stratégie que vous devez appliquer, voilà la manière dont vous devez faire de la publicité dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous allez vous adresser de cette façon au consommateur, puis à un autre moment, vous allez lui adresser d'une autre manière. Est-ce qu'il faut lui adresser un message avec une offre pour l'inciter, par exemple une réduction de 20%, ou au contraire, il ne faut pas? Sur où est-ce qu'il faut faire de la publicité? Est-ce qu'il faut plutôt en faire sur le mobile? Est-ce qu'il faut en faire plutôt sur votre ordinateur? Est-ce qu'il faut plutôt en faire sur la télé? Voilà, c'est vraiment leur dire comment organiser leur plan média. On appelle ça un plan média chez un annonceur. C'est toutes les actions publicitaires qu'il va réaliser sur une année. Et nous, on est là pour lui dire, voilà le plan média idéal pour vous, c'est d'opérer de cette façon, dans cet ordre-là, avec cette approche-là. Et du coup, je suppose avec une approche différente selon les publics qu'on vise. Exactement. Exactement. Sabine et moi, on est dans des industries différentes, mais je vais laisser Sabine, par exemple, parler de l'industrie immobilière. Ouais, moi, je suis dans le domaine immobilier. Donc, moi, je m'occupe de tous les sites en ligne qui proposent des appartements ou des maisons à vendre. Donc, bon, c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle tout de suite, mais en tout cas, voilà, ce qui se passe, c'est que, en fait, les agences immobilières, elles ont pignon sur rue. Donc, elles ont leur propre agence
en bas de chez nous, par exemple. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dorénavant, les personnes qui cherchent des appartements ou des maisons sont beaucoup digitalisées. Donc, elles vont vraiment se renseigner sur les gros portails immobiliers. Donc, un portail immobilier, qu'est-ce que c'est? Ça peut être Se Loger. Et en fait, sur Se Loger, il y a toutes les agences qui référencent toutes les annonces dans leurs agences pour les mettre en ligne. Et en fait, moi, mon objectif avec mes clients, c'est justement, les clients sont à la recherche d'un appartement, ça représente une très grosse somme d'argent, ou alors ils recherchent une location, donc ça prend du temps en fait à faire une recherche de location, ça prend pour trouver son appartement, et en fait on est obligé de faire 4-5 visites peut-être avant de pouvoir trouver son bien et d'être choisi aussi. Et en fait, comme c'est un cycle de vente qui est très long, et comme il n'y a pas beaucoup de biens à la vente en fonction de ce qu'on cherche, nous, en fait, Criteo est là justement pour aider ces entreprises-là comme Se Loger à afficher en fait des annonces de biens qui ont été vus ou des biens similaires qui peuvent répondre justement aux besoins des clients qui sont à la recherche d'un appartement. Donc, comme le disait Ossine, en fait, en fonction de la typologie du profil de l'utilisateur, s'il regarde plus les annonces sur son téléphone, on va investir plus de budget sur le téléphone. Ou si c'est plus sur son ordinateur, on va faire investir plus de revenus sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est de cette manière-là que j'appréhende en tout cas l'univers de l'immobilier. Ok, très bien. Et du coup, vous faites aussi des publicités, par exemple, sur Instagram ou sur TikTok? Alors, c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est-à-dire que toute la publicité que vous voyez sur Internet ne vient pas de Criteo. Attention, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Chacun a ses spécificités. Vous connaissez Google, vous connaissez Apple, vous connaissez Amazon, voilà, Facebook, etc. Donc, il y a beaucoup d'acteurs. Mais effectivement, sur certaines de ces applications, on est présent. Alors, on est présent, par exemple, sur Instagram, mais on n'est pas présent sur TikTok. Voilà, ce sont d'autres acteurs qui occupent ces espaces-là. Ok, très bien. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'était quoi, votre rêve d'enfant? Quand vous étiez plus jeune, vous vouliez faire quoi? Est-ce que vous avez toujours voulu devenir stratégiste publicitaire? Alors, je vais commencer. Tu veux commencer, Ossine? Alors, évidemment, non. D'une part, à l'époque, ce métier n'existait pas du tout quand j'étais au collège. L'industrie du web n'était pas du tout développée telle qu'elle est aujourd'hui, donc ce n'est pas du tout un métier auquel je pensais. Non, moi, quand j'étais petit, j'ai rêvé de plein de choses. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon objectif, mon métier. Mais je me souviens, comme je joue au basket, j'ai commencé assez tôt. Évidemment, logiquement, comme tout adolescent qui joue au basket, je rêvais de devenir joueur professionnel, notamment sur le championnat américain qui reste le Graal du basket. Donc, j'ai commencé par ça. Puis après, j'ai voulu être pilote de chasse pour le côté aventure, pas du tout pour le côté guerre. Puis après, j'ai voulu être médecin. Voilà, j'ai imaginé plein de métiers avant finalement de trouver ma voie. Mais en tout cas, ce n'était pas un poste d'account stratégiste quand j'étais au collège. Est-ce que tu penses qu'il y a des points communs entre un joueur de basket et un account stratégiste? Oui, j'en vois un qui est évident et c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est l'esprit d'équipe. C'est aujourd'hui notre travail, il ne se fait pas seul. Sabine et moi, on ne pourrait pas réussir dans nos métiers si nous ne travaillions pas, si nous ne collaborions pas avec d'autres personnes et se mettre d'accord tous ensemble sur une bonne stratégie. Mais ça veut dire que comme dans une équipe, il faut être capable de gérer les bons moments parce que la victoire, on est tous contents, etc. Mais il faut aussi être capable de gérer les moments difficiles parce qu'il n'y a pas que des victoires. Et donc, la cohésion d'équipe, la solidité de l'équipe, les relations qu'il y a au sein de cette équipe sont très importantes pour réussir dans nos métiers. Donc, je verrais ce premier lien par rapport au basket, c'est effectivement l'esprit d'équipe et le travail d'équipe. Ok, super. Et du coup, quitte à ce que tu nous aies parlé, ce que tu voulais faire quand tu étais tout petit, ça a été quoi ton parcours pour en arriver jusqu'à travailler chez Criteo? J'ai eu un parcours
pas du tout linéaire, on va dire. Disons que, alors, je vais être honnête avec vous, au collège, je n'étais pas du tout un bon élève. J'étais plutôt vraiment dans les très, très mauvais élèves. J'avais tendance à plutôt ennuyer mes enseignants plutôt que de participer. Donc, Ce qu'il ne faut pas voilà, faire, jusqu'en hein, on le troisième, où répète. j'ai redoublé ma troisième. C'est vraiment, voilà, c'était une erreur de ma part. Je m'en rends compte maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, je n'avais pas la maturité pour. Mais à l'inverse, à partir de la troisième, ma deuxième troisième, je tiens à préciser, j'ai fait de très belles rencontres et notamment des enseignants. Et j'ai eu des enseignants qui ont beaucoup été à l'écoute et c'est eux qui m'ont un peu ouvert l'esprit, qui m'ont convaincu en quoi c'était important les études et qu'en fait, c'est mon avenir qui se jouait, que eux, in fine, ils ont leur métier et que voilà, ils sont là pour me guider, m'aider, mais après, c'est à moi de faire les choses. Et voilà, à partir de ma seconde, troisième, un énorme déclic. Donc, j'ai été passionné par les sciences et à partir de là, j'ai décidé de m'investir dans ces disciplines-là. Donc, lycée avec un bac scientifique, plutôt orienté sur la biologie. Ensuite, des études universitaires en biologie. Je suis allé jusqu'au doctorat en biologie cellulaire. Après le doctorat, j'ai fait 4 ans de recherche fondamentale donc dans des labos sur des sujets comme des traitements contre le VIH ou des traitements contre le cancer du sein chez la femme. Et puis, à partir de là, j'ai eu envie d'explorer autre chose. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma propre activité, justement dans le web. Donc, c'était un site e-commerce. Donc, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans cette industrie-là, que j'ai compris ce que c'était. J'ai appris énormément de choses. Je suis vraiment parti de zéro. Mais ce qui prouve bien qu'on peut, quand on a envie, quand on est curieux, quand on a des objectifs, on peut vraiment tout réapprendre. Donc, j'ai passé quasiment 4 ans à découvrir le monde du web, mais aussi des aspects que je ne connaissais pas, la comptabilité, la fiscalité, parce que forcément, en tant qu'entrepreneur, c'est des sujets que vous devez gérer. Ça n'a pas été simple, mais c'est tellement satisfaisant intellectuellement de se dire bon, l'activité d'entrepreneuriat est difficile, mais j'apprends tellement de choses. Et grâce à ça, j'ai pu par la suite basculer dans différentes startups, toujours dans le monde de la publicité. Et petit à petit, je suis arrivé chez Criteo sur ce poste d'account stratégiste. Voilà un peu un parcours. Tu peux juste nous dire ce qu'est une start-up, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est cette forme d'entreprise. Oui, effectivement. Une start-up, c'est simplement une entreprise qui développe un produit dans le digital. Donc, un produit qui va être en lien avec Internet. Et souvent, on dit une start-up parce que c'est une jeune entreprise qui débute, qui lance une idée, qui n'a pas encore de chiffre d'affaires, mais sur lequel on mise en se disant cette idée-là va réussir et va devenir une grande entreprise. Donc, c'est vraiment l'embryon d'une future entreprise et on appelle ça une start-up. Surtout dans ce milieu-là, c'est le terme qu'on utilise. D'accord. Du coup, tu as eu énormément de vie professionnelle, en fait. Tu as été ton propre patron, tu as été docteur en recherche. Oui, tu as tout vu, en fait, déjà. Exactement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ces parcours-là m'ont permis deux choses. M'ont permis d'être toujours curieux et donc de continuer à apprendre, d'avoir cette soif de découvrir plein de monde, mais aussi cette pluralité de métiers aujourd'hui me servent, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un parcours scientifique me permet de parler avec des gens de la R&D, me permet de parler avec des analystes, je comprends leur langage, on peut avoir des débats avancés. L'entrepreneuriat, ça m'a permis de développer des compétences commerciales, donc cette relation avec des clients. Donc, in fine, j'arrive à piocher des compétences, des qualités que j'ai eues dans ces différents métiers et les utiliser aujourd'hui au sein de Criteo. D'accord. Alors Ossine, justement, tu as plusieurs personnes qui s'intéressent à ton parcours et à tout ce que tu as fait. Et donc, tu as une question de Laurent qui demande combien est-ce que c'est d'années d'études un doctorat, pour avoir un doctorat? Alors, en biologie, un doctorat, c'est un bac+8.
Donc, c'est 8 ans après, vous avez une licence, un master et ensuite le doctorat. Donc, c'est minimum 8 ans. Après, tout dépend de la longueur de votre sujet de thèse. Parfois, c'est souvent 3 ans. Parfois, ça peut être un peu plus. Donc, mais minimum, c'est bac plus 8. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu as Mélissande qui se demande, est-ce que le doctorat, c'est un passage obligatoire pour arriver dans le métier que tu exerces aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des moyens plus simples pour y arriver? Bien C'est vrai que ça peut sûr, faire bien un peu sûr. peur, 8 ans d'études quand même. Non, 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 ce n'était pas du tout un parcours dédié à ce type de métier. Non, non, bien évidemment, en général, c'est plutôt un bac plus 5 dans nos métiers. Voilà, Sabine en parlera, plutôt école de commerce, mais pas forcément un doctorat. Un doctorat peut être utile dans notre industrie, pas forcément pour nos métiers, mais plus si vous voulez travailler dans ce qu'on appelle la recherche et développement. Donc, c'est là où vous allez avoir des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques qui sont là pour construire, développer des produits. Et comme c'est quelque chose qui est très technique, on recherche des gens qui sont hautement qualifiés. Mais sur nos métiers, avec potentiellement un bac plus 3, plus un certain 2-3 ans d'expérience dans cette industrie-là, vous pouvez rentrer chez Criteo, chez Google, chez Facebook. Mais si vous voulez rentrer directement à la sortie de l'école, ça va être plutôt autour d'un bac plus 5. Et du coup, ce qui est Ok. intéressant dans tout ce que tu nous montres, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de rester dans le même secteur d'activité, sur le même métier pendant toute sa carrière. Vous avez vu, Ossine, il a commencé donc, avec un doctorat très scientifique pour être du coup sur un métier de la publicité aujourd'hui. Donc, on peut changer de voie, on peut se réinventer et on peut ne pas avoir été très bon en troisième et quand même, du coup, faire de grandes études derrière, si jamais vous avez envie d'aller vers cette voie-là. Et du coup, tu as une dernière question, Ossine. Comme tu as dit que tu étais commercial au sein d'une start-up, est-ce qu'il est possible de créer une start-up sur d'autres secteurs? Ou est-ce que Ah c'est oui, tout à toujours dans le fait. numérique? Non, 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 tout à fait. Aujourd'hui, vous avez, si vous êtes curieux, vous avez plein de sites Internet qui référencent les startups qui veulent se faire connaître. Et vous verrez que ça va toujours dans la presse sont liés au digital parce que voilà, ce sont des entreprises qui parfois grossissent très vite et deviennent très importantes, donc on a tendance à en parler. Mais il y a des gens qui créent des startups dans le textile, notamment pour se dire comment aujourd'hui on peut créer des vêtements à partir de produits recyclés. Voilà, se dire je récupère des filets de pêche parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de déchets. Comment je peux en faire des vêtements? Donc ça peut être dans la cosmétique, se dire aujourd'hui on a là aussi beaucoup de déchets en cosmétique où on a beaucoup de produits un peu bizarres, on ne comprend pas trop ce que c'est. Il y a des gens qui développent des startups qui arrivent, qui disent moi voilà j'ai trouvé une façon de faire des shampoings ou de faire des dentifrices qui reposent sur des produits naturels. Donc c'est vraiment la startup, ça peut aller dans tous les domaines. L'idée de la startup, c'est simplement de dire je crée quelque chose qui est nouveau et qui n'existe pas sur le marché. Et c'est souvent ces entreprises-là qui sont qualifiées de startup, quel que soit le secteur dans lequel elles le développent. Ça peut être de la gastronomie, ça peut être de l'hôtellerie, mais vraiment tous les domaines. L'essentiel, c'est qu'il faut que ça soit nouveau et un petit peu original par rapport à ce qui existe déjà. Et du coup, en D'accord, ok. comparaison de la start-up, Criteo, c'est une grosse entreprise. Oui, Elle fait du coup, quelle taille? Il y a Criteo, combien de... c'est plus une start-up. Ça a été une start-up au tout début. Donc, c'est une société française. Et maintenant, en fait, c'est considéré comme une licorne. Donc, une licorne, c'est une société française qui vaut plus de 1 milliard d'euros. Donc voilà. Et on est à peu près 2500 maintenant dans tout le monde. Ah oui, donc dans différents pays, dans une quarantaine de pays. Et on a à peu près, je ne sais plus combien de bureaux, mais voilà, dans chacun des pays, on a un bureau en tout cas. Et du coup, tu as dit que c'était une licorne, c'est bien ça? Ouais. Donc, on peut travailler dans une licorne. C'est bon à noter. Super. Justement, merci aussi Noah, pour la présentation de ton parcours. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir en comparaison. Sabine, toi, qu'est-ce que tu as fait pour arriver sur ce même métier? Et peut-être commencer aussi avec la même question qu'on a posée à Ossine, de savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Ouais. Alors quand j'étais toute petite, mes parents me disaient que je voulais être boulangère.
Je m'en souviens pas du tout, mais à chaque repas de famille, on me ressort cette histoire et on me dit « Ah, mais ouais, de toute façon, quand tu étais petite, tu voulais être boulangère. » Donc très bien, mais je m'en souviens pas du tout. En revanche, je me souviens que je voulais travailler en fait à la base dans une radio, parce que en fait moi, à mon époque, il n'y avait pas Internet, n'existait presque pas. Les seuls réseaux sociaux pour nous en fait, c'était la radio ou la télé, et encore on avait le câble, mais très peu de chaînes. Et en fait, le soir à la radio, il y avait des émissions qui étaient animées par des animateurs qui étaient super connus, que ce soit sur Skyrock ou Fun Radio. Et en fait, donc moi j'étais hyper. Donc j'écoutais ça avec ma sœur, ma grande sœur, et j'étais hyper admirative voilà, de l'aisance qu'avaient les gens à parler à la radio. C'était souvent des ados qui appelaient, qui racontaient leurs problèmes. Et en fait, c'était des personnes qui conseillaient ces adolescents. Et je trouvais que c'était hyper intéressant parce qu'il y avait aussi des psychologues en fait, qui les aidaient à un peu les sur les problématiques qu'ils rencontraient. Et en fait, c'était vraiment intéressant de voir de quelle manière on pouvait résoudre des sujets. Donc moi, je rêvais de travailler dans la radio. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'école, je vais être honnête aussi, j'étais pas hyper à l'aise parce que moi, j'étais dyslexique au tout début en primaire. Donc ça a été diagnostiqué en CE1 parce que j'avais des difficultés à lire, je confondais des lettres, et tout de suite, en fait, mon institutrice a alerté mes parents, et en fait, je me suis tout de suite rendue chez une orthophoniste. Donc pendant 3 ans, en fait, j'ai été suivie, et c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise en fait au sein de l'école. Donc moi, je n'aimais pas trop aller à l'école. C'était une sorte d'angoisse pour moi. Le matin, c'était assez compliqué. Et en fait, ça a commencé à s'améliorer en fait en fin de primaire avec mes camarades, avec des professeurs qui me suivaient, etc. Et le fait d'avoir été suivie aussi par une orthophoniste, ça m'a permis d'avoir, de plus avoir de dyslexie en fait, de trouver des astuces pour que je ne confonde plus les lettres et que je sois beaucoup plus à l'aise sur la lecture, etc. Donc voilà, déjà j'étais hyper contente de pouvoir ne plus parler de dyslexie et de faire en sorte d'être normale et comme les autres à l'école. Donc voilà, mais j'ai quand même redoublé mon CE1. Donc pareil, bon, j'étais moyenne, j'étais pas hyper investie. Arrive le collège, pareil, mauvaise fréquentation. En 3e, rebelote, je redouble. Bon, c'est toujours pas ça, quoi. En fait, il faut redoubler sa 3e pour devenir account stratégiste. Non, c'est ça. Peut-être. Peut-être. Et pareil, bon, voilà, j'étais moyenne, hein, je faisais le minimum, je me donnais pas à 100%, je faisais ce que je devais faire. Voilà, je fais un bac STT, sciences technologiques et tertiaires. C'est pas ça que je voulais faire littérature. Mais bon, voilà, je suis allée justement, là. on a une question, Sabine, dans le chat d'un élève qui se demandait si c'était obligé de faire un bac scientifique pour arriver sur votre métier. Donc non, en fait, on n'est pas obligé de passer par le bac S. Non, et c'est ça qui est rigolo aussi. Parce que justement, moi, j'ai fait un bac STT. Et en fait, moi, tous mes autres copains, eux, ils faisaient ES, S, L. Et en fait, du coup, moi, j'étais un peu considérée... Enfin, ils ne jugeaient pas, mais moi, je me sentais un peu jugée parce que je faisais un bac technologique. Et voilà, donc ça aussi, je le vivais pas très, très bien, même si, voilà, j'ai eu mon bac. Ça s'est bien passé. J'ai pas trop travaillé pour, pour mon bac non plus. Mais bon, après, j'ai décidé... Sabine, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le bac STT? Parce que c'est vrai que maintenant, les élèves de 3e se retrouvent avec une grande réforme du bac qui va bien les occuper dans les années à venir pour choisir leur bloc de compétences. Donc, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est que le bac STT. Alors, ça s'appelait sciences technologiques et tertiaires, il me semble. Et je crois que c'était STI, non? Du coup, c'était sur de la gestion, tout ça, c'est ça, les cours que tu avais? Compta gestion. Compta gestion, ok. Ouais, et après, de l'économie, droit, maths, LV1, LV2, tout ça. Très bien. Et donc voilà, et ensuite j'ai fait un BTS, donc ça je pense que ça n'a pas changé. Et donc négociation et relations clients. Donc là c'est vraiment une formation très basique sur le métier d'un commercial en fait. Et justement pendant cette formation j'ai eu l'occasion de faire 2 stages. Donc un premier stage
sur un site internet, donc c'était une start-up, un site internet qui vendait des appareils de musculation et de fitness. Et en fait, voilà, moi, je m'occupais de l'animation du site, de passer des commandes pour les clients, etc. C'était vraiment la découverte du web. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et en fait, pour ma deuxième année de BTS, moi, j'ai toujours été attirée par... ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en seconde, je n'ai pas suivi les options qu'il fallait prendre en fait à la base pour être stratégique et choisir de tomber en première ES. J'avais choisi art plastique moi, en seconde. Donc déjà, c'était un choix un peu particulier parce que voilà, j'aimais beaucoup l'art. Et en fait, du coup, moi, je me suis dit, je ne suis pas hyper douée, je n'ai pas la fibre artistique, mais j'ai envie de travailler dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que j'ai fait un stage dans une galerie d'art contemporaine. Et en fait, ce que je faisais pendant ce stage, c'était voilà, de m'occuper en fait de la mise en avant des œuvres d'art, de m'occuper des vernissages, d'inviter les clients, d'organiser les vernissages avec les artistes, d'animer les clients, de les appeler, de les chouchouter, et aussi de m'occuper des ventes dans la galerie. Et là, c'était vraiment un métier plutôt commercial aussi au sein de la galerie d'art. Donc, en fait, j'ai fait mon BTS et je me suis dit... en fait, je voulais faire une formation courte pour être indépendante rapidement et gagner rapidement, être autonome financièrement rapidement. Et en fait, je me suis dit, en fait, si je m'arrête là, je sais que je vais pouvoir avoir un job de commercial, mais plutôt basique, en fait. En fait, je me suis dit, j'ai l'opportunité de faire des études et je vais continuer. Et je pense que, ayant conscience de ma maturité par rapport à tout ça, parce que jusqu'à présent, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, je me suis dit, c'est encore l'occasion pour moi de continuer mes études. Et à ce moment-là, j'ai fait une admission parallèle dans une école de commerce pour justement avoir un bac+5. Et donc, j'ai intégré l'ISEG. Et pareil, ce qui était intéressant, c'est que j'ai finalement fait un stage dans une radio parce que j'avais encore mon rêve de jeunesse de me dire, il faut que je tienne le coup, il faut que je persévère et il faut que je vois ce que ça donne de travailler dans une radio. Et en fait, donc j'ai travaillé chez NRJ. Et en fait, je suis arrivée là dans une énorme boîte, dans une énorme structure. Et c'était vraiment tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur des métiers de la communication. On arrive tard au travail, on n'a pas trop de missions qui nous sont confiées, on part tôt, on va à des concerts. Enfin voilà, c'était assez rigolo. Mais bon, ce n'était pas forcément ça en fait que ce dont je m'imaginais en fait dans une radio. Et en fait, finalement, je me suis dit non mais ça ne va pas du tout. Ça ne m'a pas du tout donné envie de bosser dans une radio, de travailler dans une radio. Et en fait, donc j'avais aussi toute la partie digitale que j'aimais bien. Parce que chez Tout Fitness ou Astarte Gallery, où je gérais le site internet de Astarte Gallery, en fait, je me rendais compte que c'était rigolo. Donc, c'était tout nouveau à l'époque. C'était il y a 13-15 ans. Et en fait, c'était tout récent, en fait, Internet. Et pareil, là, j'ai intégré un petit peu de coffret cadeau. Et c'est pendant ce stage-là, donc en Master 1 et en Master 2, que j'ai pris à avoir confiance en moi. Et c'est grâce à ma tutrice, en fait, qui m'a pris sous son aile, en fait, et qui m'a complètement ouverte, en fait, qui m'a vraiment montré les clés de comment fonctionne mon métier. Et en fait, elle était tellement passionnée, investie, relativement jeune, parce qu'elle avait 2 ou 3 ans de moins que moi. Et en fait, ça a été un peu c'était une personne dont j'avais envie de ressembler, en fait. Et c'est de cette manière-là que je me suis impliquée davantage dans mes études pour pouvoir arriver à avoir mon master en fin d'année. C'est vrai que j'ai l'impression que les stages ont été très importants dans ton parcours pour un peu le définir au fur et à mesure que tu découvrais tous les secteurs que tu as voulu essayer. C'est ça. Du coup, j'avais tiré d'enfant. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'essaye, que je vois ce que ça donne. Et finalement, il y a eu des déceptions, mais au moins, j'ai vu ce que ça donnait inspiré pendant mon dernier stage. Et c'est ça qui m'a libérée parce que j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. Et c'est de cette manière-là que j'ai commencé à travailler dans le digital. Très bien.
Alors, du coup, nous avons plusieurs questions qui reviennent un petit peu sur Criteo. Déjà, comme Sabine t'a parlé de licorne tout à l'heure, je pense que ça a troublé quelques élèves et quelqu'un te demande si du coup votre société c'est une licorne. Non, pas vraiment. Alors, En fait, le terme, le terme licorne, en fait, c'est la traduction qui vient de l'anglais. C'est simplement un terme pour désigner toutes les entreprises qui sont cotées en bourse et dont la valeur est supérieure à 1 milliard. Si votre entreprise est estimée par les financiers, si on devait la racheter, ça veut dire que si quelqu'un veut l'acheter, il faudrait qu'il dépense 1 milliard pour pouvoir l'acquérir. Donc, à partir du moment où une entreprise est au-dessus d'1 milliard, elle est considérée comme une licorne. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, le terme est resté. Voilà, c'est juste pour dire, voilà, si vous devez dépenser 1 milliard, c'est que c'est une licorne. C'est le seuil qui est fixé pour s'appeler licorne ou pas licorne. Encore faut-il avoir 1 milliard d'euros à dépenser. Alors, pourquoi le terme licorne? Pourquoi justement ça fait lien avec l'animal fantastique? C'est que justement, en fait, s'il y a 100 startups qui se créent, en général, il n'y en a qu'une seule qui va atteindre ce niveau-là. C'est pour dire que globalement, c'est assez rare que plein d'entreprises qui se créent par des jeunes créateurs qui ont plein d'idées, malheureusement, à la fin, il y en a très peu qui vont réussir à se développer, réussir leur croissance, réussir à développer leur chiffre d'affaires et donc atteindre cette valorisation. Et c'est pour ça que le terme licorne est utilisé parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est rare. Et donc, ce succès-là est également rare. Donc, l'analogie avec l'animal fantastique était, en tout cas, ceux qui l'ont créé ont estimé que c'était pertinent. On n'en croise pas tous les jours, quoi. Exactement. C'est exactement ça. D'accord, très bien. Alors, on a une autre question du coup qui concerne du coup vos salaires et qui du coup demande combien est-ce que vous gagnez environ par mois. Alors, une chose qu'il faut savoir, d'une part, dans ces industries-là, on va être très transparent. Ce sont des entreprises où les salariés sont correctement payés, voire très bien payés. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que je disais tout au début, en fait, c'est une industrie qui est récente, c'est une industrie qui se développe. Et en fait, les entreprises cherchent des talents, cherchent des gens qui ont vraiment des compétences particulières. Tout à l'heure, la question était posée de dire, est-ce qu'il faut faire des études de sciences pour réussir dans ces métiers-là? Pas du tout. En fait, dans le digital, ce qui fait le succès du digital dans les profils, les gens qui occupent ces métiers-là, c'est la pluralité de leur parcours. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à avoir des gens qui ont le même parcours, la même formation, etc., etc. Au contraire, ce qui fait la valeur, c'est quelles sont vos qualités, quelles sont vos compétences et comment vous êtes capable d'utiliser ces compétences-là. Que vous les ayez appris dans une filière scientifique, que vous les ayez appris dans une filière littéraire, que vous les ayez appris dans une filière communication, comptabilité, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous ayez ces compétences et que vous savez utiliser ces compétences. Et en contrepartie de ça, il y a certains métiers dans le secteur de la publicité et en particulier du digital qui sont des métiers qui sont recherchés par les entreprises. Et en échange, comme les entreprises ont besoin de ces profils-là, elles ont des rémunérations qui sont très intéressantes et au-dessus de ce que peuvent proposer d'autres industries. On va être très honnête, on n'est pas payé au SMIC, on est sur des rémunérations beaucoup plus importantes, mais il y a une particularité dans notre poste d'account stratégiste. Si vous avez bien écouté depuis tout à l'heure, on vous dit qu'on a une fonction commerciale, c'est-à-dire que donc, on doit nous vendre nos produits à des clients. Et donc, notre rémunération, elle est composée de 2 parties. Une première partie qu'on appelle un fixe. Donc, ça, c'est ce qu'on va toucher tous les mois et qui ne change pas. Hormis s'il y a une augmentation qui peut se faire parce que promotion, etc. Puis, on a une deuxième partie de notre salaire qui s'appelle le variable. On ne le touche pas tous les mois. Chez Criteo, ça va être tous les trimestres. Et on ne touche cet argent-là que si on a fait nos objectifs, parce qu'on est des commerciaux. Et donc, en début d'année, en début de trimestre, on va avoir un manager qui va nous dire, ce trimestre-là, tu dois faire
3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à la fin du trimestre, votre manager va regarder et dire, voilà, je t'avais demandé de faire 3 millions. Est-ce que tu as fait 3 millions? Si tu as fait 3 millions, alors tu vas toucher, très bien. En revanche, plus, c'est très bien parce que si tu fais 120%, donc au lieu de faire 3 millions, tu as fait un peu plus de 3 millions, et ton bonus va être plus important. À l'inverse, c'est aussi ça le jeu, c'est que parfois, tu ne fais pas les 3 millions, tu peux faire 2 millions, tu peux faire 1 million. Et dans ce cas-là, tu ne touches pas 100%, mais tu vas toucher 80, 50, 30%. Donc, voilà, donc notre salaire sur ces fonctions commerciales, à Sabine et moi, il n'est pas le même tous les trimestres parce qu'il y a cette notion de variable. Est-ce qu'on a réussi nos objectifs ou pas? Mais en tout cas, pour la partie fixe, on va dire qu'en moyenne, dans nos métiers, avec quelques années d'expérience quand même, ce n'est pas tout de suite quand vous rentrez dans ces métiers-là, vous allez être, on va dire, autour de 2 500 € net, mais vraiment en prenant une fourchette moyenne parce que, entre Google, Facebook, Criteo, il y a des petites clés un peu différentes. Mais vous pouvez rentrer dans ces métiers-là avec un salaire fixe net autour de 2 500 € Et je vous dis, après, vous pouvez augmenter très rapidement vos salaires. Et en plus, il y a cette notion de bonus qui sont liés à vos objectifs qui font que vous pouvez avoir des très beaux salaires à certains moments. Merci beaucoup, Ossine, pour cette réponse. Et je suppose que ça fait lien aussi à ce que vous disiez au tout début du live sur l'organisation de vos semaines qui peut être très souple, vu que ça va dépendre aussi de vos objectifs et de là où vous en êtes dans la réalisation de ceci qui va faire varier votre temps de travail d'une semaine sur l'autre. Exactement, c'est ce que Sabine disait très bien au début. Dans ces industries-là, on vous fait confiance, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'autonomie. Ça arrive que vous ayez des managers un peu casse-pieds, etc. Mais globalement, on est plutôt dans une industrie où on fait confiance aux gens parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des industries qui cherchent des talents, qui cherchent des gens qui ont des compétences, qui ont vraiment envie, qui sont curieux, etc. Et donc, on vous donne cette autonomie. L'essentiel, c'est que vous fassiez vos objectifs. C'est-à-dire qu'à la fin, on vous dit, on regarde, on t'avait demandé de faire ça. Maintenant, tu es libre de le faire comme tu veux. Si tu veux le faire à ce rythme-là, de cette façon-là, c'est ton choix à partir du moment qu'à la fin du trimestre, tu as fait ton objectif. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça permet de gérer son temps, de varier. Parce que parfois, on peut faire son objectif très rapidement en début de trimestre. Donc, on est tranquille. On se dit, le dernier mois, je vais être un peu plus tranquille. Et à l'inverse, on peut être à 2 semaines de la fin du trimestre et on est très, très en retard. Et évidemment, comme tout bon commercial, on a envie de toucher notre bonus. Et donc là, on va mettre les bouchées doubles pour essayer de rattraper le retard qu'on a pris. Ok, super. Est-ce qu'on a encore d'autres questions, Mathéo? Alors oui, on a une question du coup de Mélissandre qui demande comment est-ce que vous êtes rentré à Criteo et comment est-ce que vous en avez entendu parler? C'est vrai, comment ça se passe un recrutement dans une entreprise? Sabine, je te laisse, si tu veux répondre. En fait, nous, ça a été un peu particulier avec Ossine, parce qu'en fait, notre société dans laquelle on travaillait ensemble au tout début a été rachetée par Criteo. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'on a intégré les effectifs Criteo. Mais et après, c'est de manière classique. Rentrer chez Criteo, ça passe par plusieurs entretiens. Un entretien d'abord avec un RH. Pour justement voir si le profil peut correspondre à la fiche de poste qui est ouverte chez Criteo. Alors, juste pour préciser, un RH, c'est ceux qui s'occupent des ressources humaines. Oui. Donc, c'est justement les personnes qui s'occupent de tout le recrutement dans une entreprise. Voilà. Donc, d'abord, il y a un entretien téléphonique. Donc, du coup, vous pouvez postuler en ligne. De manière générale, c'est de cette façon que ça fonctionne. Toutes les sociétés déposent en ligne des offres d'emploi. Et à partir du moment où il y a un CV qui correspond à une fiche de poste, le RH appelle cette personne. Si toutes les caractéristiques et compétences correspondent au poste, il va y avoir une seconde étape, donc de rencontrer d'abord le manager pour lequel le poste a été ouvert. Et en fait, de manière générale, chez Criteo, il peut y avoir entre 4 et 5 entretiens. 55. 5, pardon. Ah, j'ai pas dit 55. Pardon. Entre 4 et 5 entretiens. Voilà.
Et après, ce qui est rigolo, donc du coup, voilà, c'est de cette manière-là que je pense que ça fonctionne aussi dans d'autres sociétés. Parce qu'en fait, l'entreprise parie sur un profil, en fait. Donc, c'est pour ça que l'entreprise a besoin de s'assurer besoin de s'assurer que le candidat correspond bien aux attentes de la mission qui va lui être confiée. Et pareil, chez nous, il y a une organisation qui fait qu'on est rattaché à plusieurs managers. Et en fait, il faut qu'il y ait une cohésion, il faut que tout le monde soit d'accord et des avis positifs pour que le candidat soit sélectionné. Sachant que Oui. Pour précision, quand même, je pense que dans toutes les entreprises, on n'a pas forcément 5 entretiens. Ça va dépendre aussi des métiers et des profils recrutés. N'ayez pas peur, vous n'aurez pas toujours 5 entretiens à faire dans votre carrière. Exactement. Pardon. Mais après, ce qui est rigolo, parce que du coup, ce qui est bien chez Criteo, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'account stratégiste, on a aussi l'opportunité de se dire, bon, là, j'ai envie de changer d'équipe. Je vois qu'il y a une offre dans une autre équipe qui m'intéresse. Et là, je peux de nouveau postuler. Et justement, en général, les personnes qui sont en interne sont prioritaires par rapport aux personnes qui sont externes. Donc, ce qui est bien aussi au sein de grandes boîtes comme Criteo, c'est qu'on a la possibilité d'évoluer dans deux équipes. Et pareil, il y a des entretiens qui doivent être menés aussi. Oui, donc on peut changer de métier dans une même entreprise en réalité et voir sa carrière évoluer. Merci beaucoup. Je me rends compte qu'il ne reste que 2 minutes. Donc, je vais vous laisser peut-être aborder une ou deux idées reçues qu'on peut avoir sur votre métier et qui ne sont pas forcément vraies en réalité. Alors moi, je vais en aborder une. Effectivement, alors ce qu'on entend souvent quand on en parle à nos amis, à nos familles qui nous posent la question qu'est-ce que vous faites et qu'on dit qu'on fait de la publicité en ligne, souvent les préjugés c'est oui, effectivement, ah c'est vous, alors je vois toutes ces bannières, je vois ces vidéos, quand je suis sur mon application, je suis en train de jouer, ah je suis coupé parce qu'il y a une publicité, ou je suis en train de lire un article, ah il y a une publicité. Donc ça, c'est un peu, voilà, il y a trop de pubs, j'ai l'impression d'être surveillé. Voilà, c'est un peu ce qu'on entend assez régulièrement. Alors, pas forcément dans notre secteur d'activité, mais en dehors et en particulier par les gens qui ne connaissent pas cette industrie-là. Donc, c'est ce qui revient souvent. Mais voilà, après, je sais moi, j'aime bien expliquer aussi ce qui se passe derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant que consommateur, et je suis le premier concerné, je vois de la publicité. Mais derrière, il faut comprendre que c'est tout un écosystème qui existe. Et surtout, un point moi, sur lequel j'insiste beaucoup aujourd'hui, je sais que parfois on a tendance un petit peu à oublier, notamment le fait que Internet est gratuit. Internet est gratuit pour beaucoup de consommateurs. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des sites sur lesquels on va, les sources d'informations, on y accède gratuitement. Or, derrière, il y a des gens, il y a des métiers, il y a des industries qui travaillent pour pouvoir créer ce contenu et vous permettre de vous informer, mais de vous divertir aussi. Et ces industries n'existeraient pas s'il n'y avait pas la publicité, puisque c'est grâce à la possibilité de mettre de la publicité sur leur site ou sur leurs applications que ces entreprises-là gagnent de l'argent, permettent de payer les salaires des gens qui travaillent et donc de continuer à vous proposer de nouvelles applications, de nouveaux services, des articles de presse de qualité. Et donc, c'est aussi à ça que sert la publicité. Et on a totalement conscience que parfois, il y a des mauvaises publicités. Et chez Criteo, on milite beaucoup pour ça, parce qu'il faut distinguer la bonne publicité et la mauvaise publicité. La mauvaise publicité, c'est celle qui est intempestive, ça clignote de partout, vous en avez systématiquement. Et la bonne publicité, c'est celle qui vient au moment où vous en avez besoin, c'est-à-dire au moment où vous êtes, par exemple, ce que disait Sabine tout au début, vous recherchez une paire de chaussures, vous avez regardé sur plein de sites, mais à la fin, vous ne savez pas trop chez qui acheter, etc. Excusez-moi. Chez qui acheter, et nous, on est là justement pour permettre au consommateur de trouver le bon produit et de le mettre en relation avec la bonne marque qui va lui faire la bonne proposition. Super. Merci beaucoup, Ossine, pour cette réponse, effectivement, sur ce qu'est et ce que n'est pas la publicité. Du coup,
Merci beaucoup Ossine et Sabine pour cette présentation hyper riche de votre métier. Merci à tous les élèves présents d'avoir posé toutes leurs questions pendant ce live. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. On a encore de nouveaux lives qui sont organisés. On a même une visite d'entreprise qui est organisée en direct mardi à 14 h. Donc, vous pouvez vous connecter à ce moment-là. Et puis, Mathéo vous a transmis le questionnaire de satisfaction. Ça nous aidera, nous, à améliorer aussi les sessions prochaines. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, et merci Mathéo. Sabine, Merci Ossine. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir.